Eh bien, bonsoir à tous, on est content de vous recevoir en direct de la montagne avec Corentin pour notre 3e émission Auvigny Live. Au programme ce soir, on vous propose l'actualité de Auvigny Expédition. On va recevoir le chasseur qu'on a eu l'automne dernier, Richard Surterre, et on va parler des produits qu'on a utilisés avec lui sur le terrain. Et tout simplement, on va faire un point sur l'utilisation du produit, mais ça je l'ai déjà dit, donc je suis désolé. Et on fera un point gastronomie. Ouais, c'est ça, et puis on a hâte vraiment de vous faire découvrir ce programme. Et puis si vous avez une question, vous n'hésitez pas à la fin de l'émission, on ne manquera pas d'y répondre. Donc ce soir, eh bien, on a la chance d'avoir à nouveau Édouard, qui va nous accompagner durant tout le long de cette émission et qui va nous cuisiner. Édouard, tu nous as fait l'honneur de venir. Quand il faut cuisiner du beau et du bon, je viens. Bon, eh ben, écoute, c'est vraiment une bonne chose de t'avoir parmi nous ce soir. On va lancer les actus d'Auvigny Expédition. Et moi, je me mets au travail. Du boulot. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir quand même? Je vous ai préparé ce dos de chevreuil que je vais lever. Et on va faire un filet de chevreuil simplement rôti en mignonnette avec un simple jus de chevreuil un peu corsé, un gratin de pommes de terre. On est allé cueillir, on est des chasseurs, on est des cueilleurs, une bonne poêlée de girolles et surtout du bon vin avec une bonne sauce. À vous les gars, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve nous dans le canapé pour les actus d'Auvigny Expédition. Exactement. Eh ben, entre deux séjours au Tadjikistan avec Corentin, eh ben, on se retrouve ici en France. On vient de passer ces 15 derniers jours à la chasse du sanglier avec Michel et Nicolas Gruau. On est toujours allé encore plus loin au fond des vallées pour aller chercher des endroits inexplorés. C'est ça, l'objectif, c'était de découvrir des nouvelles zones et pouvoir tourner des images complètement incroyables. Ouais, alors des fortes densités de sangliers, des sangliers de très grosse taille. Ah ben ouais, c'est sûr que c'est impressionnant, hein. Et puis des ours, beaucoup d'ours. Et quand on a la chance, comme là ça s'est passé, qu'il neige la veille, et ben le rut, ça a un peu lancé le rut du sanglier et des scènes incroyables de rut et tout ça bien sûr au milieu de la super population de loups qu'il y a au Tadjikistan. Ouais, alors justement, je vais te dire, depuis ces 10 dernières années que je vais au Tadjikistan, effectivement, j'ai pu avoir que 2 fois des occasions de voir des scènes pareilles parce que la neige est tombée et quand, pendant la période du rut, eh bien, y a ces conditions-là, les animaux sont vraiment en activité toute la journée. Ouais, c'est sûr. Puis on a pu tourner quand même des images incroyables que les téléspectateurs pourront retrouver sur Season avec Nicolas Gruau, bien sûr. Ouais, je pense que ça sortira en début d'année prochaine, bien sûr. C'est toujours un plaisir de pouvoir chasser avec Michel. C'est vrai qu'on le retrouve très régulièrement dans nos expéditions. Et puis là, on est parti pour un séjour très long de plus de 15 jours. Et franchement... 15 jours de chasse d'affilée, il a été costaud, Michel. Ah ouais, franchement, Michel, t'as assuré comme d'habitude. La deuxième actu d'Auvigny Expédition, c'est les compilations de tirs qui arrivera cette année en décembre au lieu du mois de mai. Je sais que tout le monde n'est pas fan de ces compilations de tirs, mais il faut savoir que ces animaux, eh bien, ils sont tout simplement prélevés tout au long de l'année avec toute la team Auvigny Expédition en France, mais aussi à l'étranger. Bien sûr, ce sont tous des animaux qui sont soumis à plan de chasse. Il faut savoir que la viande, elle est consommée ou retransformée. D'ailleurs, à ce titre, on aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure avec Édouard pour la partie terroir. Ouais. Bien sûr, c'est ça. Il faut savoir qu'on essaye de faire plaisir à nos abonnés en variant les vidéos avec des chasses en France, à l'étranger et bien évidemment des compilations de tirs. Alors cette année, on vous a proposé des nouveaux sujets sur Auvigny Expédition, notamment ces émissions en live et une battue au sanglier. Donc si jamais tout ça vous a plu et que vous voulez qu'on continue, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires à la fin de l'émission, on essaiera d'y répondre. Édouard, tout se passe bien ? C'est parti, tout se passe bien, le dos de chevreuil est magnifique, on va se régaler. Écoutez, ce que je te propose, c'est qu'on va accueillir quand même notre invité. Ouais, et on va accueillir notre invité qui nous arrive du sud de la France.
te recevoir après notre expédition dans les Alpes. Ravi d'être là avec vous ce soir, c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir de retrouver les Alpes? Ouais, franchement, il y a de l'altitude, ça me change un peu de mon sud de la France. Je crois que j'habite, moi, j'ai regardé la dernière fois, 45 mètres d'altitude. Ouais, donc... Ouais. Donc forcément, voilà. T'as pris ta bouteille d'oxygène? Voilà, c'est ça. Quand je suis passé, à un moment donné, j'étais obligé de faire des paliers pour monter jusqu'à vous, mais je suis bien arrivé quand même. Bon, Guillaume n'est pas là ce soir, et c'est Corentin qui le remplace. C'est moi qui remplace Guillaume, et puis voilà, pour t'accompagner, pour que tu nous racontes cette aventure folle. Exactement. Bon, avant de revenir sur ce qui s'est passé lors de cette chasse avec Richard, pour ceux qui le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, je vous propose d'envoyer des images, et ça va tout de suite mettre le personnage, en tout cas... T'as voulu avoir ma gueule, c'est maintenant, quoi. Allez, c'est parti. Alors la chasse, les anti-chasses, ils en parlent beaucoup, t'as vu? Mais ils y comprennent quand même pas grand-chose. Prenez Laurent Baffy. Il parle de chasse avec l'assurance d'un expert. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il est expert en rien du tout. J'interdirais toutes les chasses sur des espèces protégées. Dieu sait s'il y en a beaucoup des espèces en danger. En France, on pratique ce qu'on appelle la gestion adaptative. Alors, les animaux sont comptés, et ensuite, un groupe d'experts décide les espèces qu'on peut chasser ou pas. On s'adapte en fonction de la démographie des espèces. Parce que Macron lèche le cul des chasseurs. C'est un lobby, il y a plus d'1 million de chasseurs. Ce lobby surpuissant s'est vu interdire la chasse de certaines espèces ces dernières années. Preuve que les institutions fonctionnent. Mais pourquoi en parler? Les chasseurs ne ramassent pas les douilles. Il existe dans toutes les fédés des programmes de recyclage des cartouches. Bon, globalement, on est comme tout le monde, quoi. Un groupe dont la majorité se comporte très bien, avec dedans des gros cochons qui en ont rien à foutre. La Terre est criblée de plomb, ce qui provoque une maladie qui s'appelle le saturnisme. La chasse au plomb est interdite dans les zones humides depuis 2006 et étendue à 100 mètres autour par l'Europe depuis le 15 février dernier. Il y a des accidents régulièrement. Le nombre d'accidents ne cesse de baisser depuis 20 ans, mais on s'en cogne. Il y a des chasses d'un autre âge, la chasse à la glu sur des petits oiseaux. Chasse interdite en France depuis 2 ans, mais le sait-il seulement? Mais ça existe encore, la chasse à la glu, pour plein d'espèces. Et c'était pas pour plein d'espèces, Laurent, c'était pour la grive seulement. La chasse a quand même ce don extraordinaire de rassembler des opposants qui ne comprennent rien, mais qui, de manière inversement proportionnelle à leur connaissance, parlent beaucoup, pour dire de la merde. Hein. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Richard, aujourd'hui, tu es le contradicteur des anti-chasses et qui démontre les arguments et les revendications par des réponses factuelles et précises. Voilà, c'est ça. Mais bon, en même temps, c'est pas super compliqué. Ils disent beaucoup de conneries. Donc, je pense que tous les chasseurs qui sont confrontés à ces bêtises-là ont la même réaction d'agacement que moi. Sauf que moi, là, ce que je fais, c'est que je prends ma plume, j'essaye de passer mon agacement tout seul dans mon coin, comme tout le monde. Puis après, une fois que j'ai respiré un bon coup, tu vois, voilà, j'écris et je réponds factuellement, effectivement, pour essayer de rétablir au maximum les vérités. Voilà. Donc, dis-nous-en un peu plus sur ton actu et sur ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Alors, tous les matins, je me lève, je prends mon café et je prends connaissance de l'actualité. Je sélectionne les conneries qui ont été dites dans les dernières 24 heures. Donc, ça me prend un bon moment, ça, déjà. Voilà. Voilà, c'est un gros boulot. Et donc, j'essaye, voilà, en début de semaine, généralement, j'essaye de sélectionner exactement la plus grosse connerie qui a été dite par le champion de la semaine. Hein. Ça peut être du Hugo Clément, ça peut être du One Voice, des associations comme ça. Le Parti animaliste aussi, très bien représenté. Toujours à l'affût de la grosse connerie de la semaine. Mais voilà, j'ai un gagnant chaque semaine. Et puis, dès que j'ai choisi le sujet qui m'intéresse, je commence à écrire. Et puis voilà, toute la semaine après, je travaille sur les réseaux sociaux. Et je construis ma vidéo pour qu'elle sorte tous les vendredis à 16h. Voilà. Comment on devient Richard sur Terre? Et surtout, pourquoi Richard sur Terre? Alors, comment on devient Richard sur Terre? On devient Richard sur Terre en ayant un métier profondément insatisfaisant. Donc, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais beaucoup de choses qui m'ont fatigué, déplu, stressé, enfin, toutes sortes de choses. Puis, à un moment donné, je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit qu'il fallait que je change des choses. Et puis, en vrai, je suis, encore une fois, comme beaucoup de chasseurs, c'est-à-dire que je prenais connaissance des conneries qui sont dites à chaque fois et je me mettais à râler.
à rouméguer, comme on dit dans le sud chez moi. C'est ça, ça je comprends le terme. Je rouméguais dans mon coin et à un moment donné, je sais pas, c'est ma femme qui a une sorte de flash. Elle m'a dit, écoute, tu veux pas leur dire à eux plutôt que de m'expliquer des trucs, elle comprend rien en plus. Donc ça a été le début. C'est même elle qui m'a acheté un micro la première fois pour me lancer dans le truc. J'ai fait mes premières vidéos que j'ai supprimées de ma chaîne. Là, il n'est pas les chercher, c'est pas la peine. C'est une absolue catastrophe. Bah, faut bien démarrer. Et puis voilà. Donc, mais pourquoi Richard sur Terre ? Eh ben, sur Terre parce que tout le monde comprend la métaphore d'avoir les deux pieds bien ancrés sur Terre, dans nos terroirs. Dans une émission comme aujourd'hui où on se retrouve à parler de chasse, on parle de... tout à l'heure, Édouard parlait de cueillette, on est tous... voilà, on aime la Terre et on a nos deux pieds tankés dans la Terre, donc Richard sur Terre. Voilà. Ouais, ce qui est compréhensible. Mais alors toi, Richard, tu viens du sud de la France, et comme tu l'as dit, tu habites à 45 mètres d'altitude. Ouais. À quel moment tu t'es laissé embarquer dans cette histoire en montagne avec Guillaume et Anthony ? Je ne savais pas, mon pauvre ami. C'est ça le problème principal. Il valait peut-être mieux qu'ils ne sachent pas. Non, mais parce que, bon, moi je les ai vus, les vidéos d'Ovini, je suis comme tout le monde, je suis abonné, je regarde d'ailleurs, abonnez-vous, je le dis, voilà. Mais je regardais les vidéos, puis je me suis dit, c'est cool, il va m'amener en téléphérique. Tu vois, jusqu'en haut. Pourtant, on ne montre pas ça dans les vidéos. Non, mais je me suis dit, voilà, il y a de la post-prod, les gars, ils font semblant qu'ils en chient, et puis ils sortent la carabine, pampan, et rentrent à la maison, tu vois. Je me suis dit, ça va faire un peu de com, ça va être sympa. Et puis en fait, non, c'est-à-dire qu'on a garé la voiture au pied de la montagne. Mais on va voir ça dans les images. Mais pourquoi j'ai accepté ? Blague à part, j'ai accepté parce que je ressens une sincérité, moi, dans le travail d'Ovini. Je sens qu'il se passe quelque chose, il y a du boulot de passionné. Et puis, en vrai, il faut quand même un peu arrêter de déconner 2 secondes. Il y a Anthony Ovini qui t'appelle, qui te dit « ça te dirait de venir 2 jours à la montagne, je t'invite ». Bon, tu réfléchis pas 2 secondes, tu dis « ok, j'arrive ». Voilà, c'est ça qui s'est passé. Bon, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur, en tout cas, Richard. On a parlé de ton activité, trop peu, donc pour ceux qui sont curieux et qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller découvrir la chaîne Richard. Abonnez-vous, Richard abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Non, mais c'est bien, on parle et tout, mais abonnez-vous. Donc, maintenant que vous connaissez plus le bonhomme, ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette expédition dans les Alpes. T'as pas tout mis, hein ? T'as pas tout mis. Là, ce soir, non. Mais dans la vidéo finale, t'as mis des... Ouais, on pourra peut-être décider de ne pas la mettre. Je suis pas tranquille. On va la regarder après, tous les deux. C'est ça. On peut peut-être s'arranger. Okay, bon. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir en images ce qui s'est passé lors de cette chasse. C'était... épique. Épique. Ouais. Allez, on regarde les images. Tu viens d'arriver dans les montagnes. Ouais. Il y a de la neige. Ouais. Quelle température il fait, Richard ? Là, il fait moins 10 là. Moins 10 degrés ? Ouais. Et tu vas prendre quoi aujourd'hui ? L'anti-moustique, c'est... important pour aujourd'hui. Ouais, mais je crains, moi. Et non, mais il faut être équipé, les gars. Faut pas déconner. Je pense qu'avec de l'anti-moustique... Le problème, c'est que vous en avez pas, on en reparle plus tard, les gars. Moi, je vous dis, on en reparle plus tard. Au revoir au sol palpable. Ouais, la neige, quand t'as pas des chaussures de neige, c'est compliqué. J'ai pas l'habitude d'évoluer sur ces terrains-là. C'est vrai que dans le Gard, question neige, on est à peu près tranquille, pour connaître. Un petit peu difficile, un peu extrême. Et c'est aussi ça qu'on vient chercher. Ovini, il vous amène pas au Gardon avec un asticot, et puis non, Ovini vous amène tout en haut des montagnes. Mais il s'occupe bien de nous quand même. Même quand on n'a pas l'habitude. Par exemple, c'est Ovini qui m'a attaché mes guêtres. Non, c'est vrai. Il a attaché mes guêtres ce matin. Parce que j'avais des moufles à la place des mains. Et il s'est mis à genoux devant moi. Ça restera d'ailleurs un moment assez marquant du séjour. Merci Anthony. Et ce matin, on a juste les bonnes conditions. C'est-à-dire moins 10 degrés, de la neige fraîche et des traces partout. T'es venu en février. Ouais. Bon, quand Ovini t'appelle et qu'il t'invite, tu ne peux pas refuser. Non. Sauf que là, tu t'es pas imaginé qu'il y avait des conditions quand même. C'est-à-dire qu'Ovini m'a tendu un traquenard. Ouais. Je vois pas comment autrement. C'est-à-dire que le gars, moi je t'avais dit au téléphone, tu m'as appelé, tout, j'ai dit je viens, tout ça. Mais je t'ai dit, voilà, moi, je suis pas une chèvre, tu vois. Tu vois. Et tu m'as dit, il n'y a pas de problème, tu vas le faire. Et en fait, je me rends compte après, maintenant, tu es en train de me dire que c'était genre les conditions les plus difficiles dans lesquelles on peut venir chasser dans les Alpes.
Surtout en plus dans le massif de Beldon où effectivement dans la neige il y a de la pente, c'est vraiment pas facile. La neige ça a été vraiment un handicap parce que j'avais pas les bonnes pompes. J'avais pas les bonnes pompes et donc j'avais des chaussures qui sont adaptées aux cailloux de chez moi, mais qui sont pas adaptées comme je le dis dans l'extrait, quand le sol il est pas palpable. Ah mais c'est sûr. Et donc je glissais beaucoup et c'est vrai que ça a été très compliqué. Mais je me demande quand même si tout ça, c'était pas un objectif. L'objectif principal, c'était pas de me faire passer pour un con quand même, Anthony. Moi, je pense que tout le monde compatit avec toi. Hein, ouais. Richard, Sur le coup, quand même, je me pose la question. Ouais, bon, on va pas le plaindre. Je vais te dire, il y en a combien qui auraient aimé être à sa place. C'est pas faux. Et après ce qui s'est passé, je pense que là, il ne regrette pas d'être venu, en fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de retrouver les images de maintenant vraiment la difficulté de la chasse en montagne. On a beaucoup exagéré, j'ai l'impression quand même. Allez, simulation. Je suis pas fatigué, je m'arrête parce que c'est beau. Je glisse, bordel. Je glisse. Et fais-moi le mal, Richard sur terre, là. Tout ce qui est à base de tu laisses tes poumons dans la vallée avant d'aller chasser, je suis pas sûr que ce soit ma passion première, si tu veux. Si t'enlèves la chasse, même pas en rêve, tu m'amènes là. Mais on y va, quoi. Parce que ce qui vous avait dit, c'est qu'en fait, on était sur un chemin à la Salée, et à un moment donné, ils ont vu des chamois, mais quand j'ai vu là où ils mettaient les jumelles des chamois, je me suis dit, mais c'est pas possible que c'est là qu'on va. Et en fait, ils commençaient à échafauder des petits plans. Alors tu vois la barre qui est là-haut, et moi je commençais à décéder de l'intérieur, et finalement ils ont décidé qu'on y va, donc là on est sorti du chemin et on est à flanc de montagne. Non, c'est vraiment très physique. Et du coup, je me rends compte que simplement, je n'ai pas la condition physique. Dans la neige, ça multiplie la difficulté. Et du coup, t'en chies, mais catastrophe. Mais voilà, tu vois du pays, t'apprends. Et puis tu souffres un peu, quoi. Mais bon. Très exagéré, c'est ce que j'ai dit. Franchement, les gars, vous avez sélectionné des images, mais globalement, vous n'avez pas mis le nombre de fois où je vous ai attendu. Hein. Bon, on a passé une journée complète en montagne et souvent ça peut arriver. En observant dans des animaux très loin, les arêtes, elles étaient dégagées, ils étaient au sommet de la montagne et toute la journée, on est monté. C'est ça. C'est bien résumé, je trouve, cette journée. On est monté. Voilà, et on est redescendu. Ouais. Et on est redescendu sans avoir l'occasion de tirer. Et ça, c'est la réalité de la chasse en montagne. C'est la réalité de la chasse en général. Exactement. Quand on part à la chasse, heureusement qu'il y a cet aléa, ou quand on part à la chasse, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Heureusement que c'est comme ça. Et c'est vrai que dans nos vidéos, nous, souvent, on voit bien sûr la réussite de la chasse de l'animal, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a un certain nombre de sorties où finalement, on sort à blanc, comme on dit, et où on n'a pas trouvé l'animal qui était recherché. Ça. On n'a pas trouvé là cette fois, mais c'est pas faute d'avoir cherché pourtant. Mais bon, c'était quand même une journée quand même qui était riche de fatigue. Ouais, tu t'es retranché à l'intérieur de toi, tu es allé chercher loin parce que tu as souffert quand même. Mais oui, j'ai souffert, mais en même temps, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu es dans la montagne, tu es avec Auvigny. Mais tu sais plus où elle est la voiture, donc dans tous les cas, il faut suivre Auvigny. Si tu veux rentrer à la maison, tu vois, il y a un moment, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que c'est une question de survie, quoi. Ouais. Voilà. On a fait quelques belles observations sur des animaux très près. Exactement. Mais ce que je vous propose, c'est de regarder tout simplement ces images qui sont assez impressionnantes. Exactement. Magnéto. Attends, stop. Baisse-toi. Chut. Incroyable. Ouais, beaucoup de bouquetins, ouais. Et on dirait qu'ils savent qu'ils risquent rien quand même. Il était à 25 mètres, 3/4 arrière. Il était magnifique. Évidemment, espèce protégée, hein. Mais s'il y avait un petit chamois, un beau petit mâle là, qui voulait nous faire la même, ce serait pas de refus. C'est magnifique. La première fois de ma vie que je vois ça. C'est vraiment pas loin. Ah putain, là c'était à portée de flèche. Et bon, c'est des animaux protégés, c'est pas pour rien. Mais rien que ça, c'est déjà une émotion forte pour moi. J'ai le cœur qui bat un peu fort là. Oh, rien que pour ça, ça vaut le coup.
C'est bon, ma journée elle est faite en vrai. C'est magnifique. Et c'est vrai que Richard, le bouquetin, c'est une espèce qui est protégée en France, mais tu as pu quand même les voir à quelques mètres. Qu'est-ce que ça fait de voir des animaux, de tels animaux aussi proches? En milieu ouvert. Ouais, évidemment, en milieu ouvert. Non, mais c'est dingue. Déjà, je serais pas venu si c'était en milieu fermé, la première chose. Mais voilà, ça fait partie de ces émotions qui restent, quoi. Enfin, pour moi, c'est une sorte de rencontre du troisième type, qui ne suis pas un chasseur de montagne. Rencontrer ces animaux-là... T'avais déjà vu des bouquetins? Jamais. Enfin, si, ouais, j'en ai vu à la télé, comme tout le monde, quoi. Mais j'en ai jamais vu en vrai comme ça, et de pouvoir les approcher dans leur milieu naturel. Et c'est là qu'on voit tout le côté, c'est des animaux protégés. Ben, encore une fois, les chasseurs, nous, à partir du moment où la science nous dit qu'il est nécessaire de protéger tel animal par rapport à tel animal, eh ben, on est OK, nous, cet animal, il est protégé, laissons-le grandir, laissons-le recoloniser la montagne, et puis si un jour il y a besoin de le réguler ou quoi, et qu'on revient pour le chasser, c'est la science aussi qui nous le dira. Mais observer ces animaux dans leur milieu naturel, comme je le dis dans l'extrait, pour moi, ça me suffit presque. C'est bon, on peut rentrer. Ouais, la journée, elle était gagnée. Ouais, voilà, j'en veux pas plus, moi, en vrai. Alors, on a pu voir des animaux, et ça peut effectivement choquer un peu tout le monde, des animaux qui étaient avec des bagues. Il y avait un petit côté vache laitière, un peu. Voilà, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions, en tout cas, de la provenance de ces animaux. Enfin, il faut savoir que dans les Alpes, l'Office français de la biodiversité, depuis 1984, ils ont fait la réintroduction des bouquetins dans le massif de Beldon, et ces animaux qui ont été bagués, pour pouvoir les identifier et les suivre, avec des jumelles ou des longues vues, ils ont mis des bagues à tous ces animaux. Et ça, c'est les techniciens de l'OFB qui font un suivi sur le bouquetin. D'ailleurs, c'est une espèce qui est très très intéressante parce que selon la saison et puis la région, elle peut se déplacer carrément d'un massif ou passer d'un autre massif. Bon, les populations, honnêtement, elles se portent très bien. Dans les Alpes, c'est de la folie de voir comment ces bouquetins, ils ont colonisé tout le massif. Et donc, c'est une population qui est très bonne. Et pourquoi pas, un jour, revenir à... D'ailleurs, ils le chassent en Suisse, je crois. Oui, effectivement. Alors, effectivement, c'est un animal qui peut être chassé chez nos voisins, les Suisses. Bon. On a dû, lors de cette journée, on a dû s'adapter. Et puis, changement de stratégie. On va vous laisser découvrir les images. On a pu approcher des chamois, mais ça ne s'est pas passé franchement comme on voulait. Pas tout à fait. On vous lance le magnéto. Il y a vraiment une très vieille bête, Richard. Tu vas pas me mettre sur... Non, on va pas pouvoir l'approcher. Je te propose d'utiliser la carabine. On va se mettre en position juste là derrière. C'est vraiment une vieille bête. C'est impossible à approcher. La neige, elle craque tellement. Doucement, Richard. Il se tourne. Non, enlève ton dos, voilà, super. Attends. Il faut que t'attendes qu'il se mette de travers là, il s'est mis le cul là en train de manger. Quand il se tourne sur la gauche. J'y vais. Il va y aller. Ton doigt, il faut que tu ailles tout doucement. Dans l'axe de la patte, Richard, c'est quand tu veux. La balle est bonne, Richard. La balle est bonne. Comment t'étais? Ah putain. Quelle émotion dans la J'ai minute. le cœur à 200 là. Mon premier tir à la carabine de toute ma vie. Bon, Richard, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai tiré le premier coup de carabine de ma vie. Parce que les conditions se prêtaient pas du tout, comme tu le dis dans l'extrait. La neige était vraiment il était vraiment trop tombé neige. Je crois qu'il avait gelé par-dessus. Donc à chaque fois qu'on faisait un pas, ça faisait un vrai crack qui rendait l'approche vraiment impossible. Et du coup, j'ai compris que la chasse, si on voulait qu'elle soit couronnée de succès, il fallait changer d'arme. Et en plus de ça, avec tous les efforts qu'on avait faits et tout, il n'y avait pas de... J'ai pas été du tout gêné par le fait de changer d'arme. Donc simplement, ça a été très fluide. Vous m'avez tout de suite dit, puis
voilà, je suis avec des guides, donc le guide te dit laisse tomber ça, prends ça, et à un moment, tu te laisses aussi aller au professionnalisme du guide. Et donc, voilà, j'ai mis la croix et la balle, elle a été au niveau où il y avait la croix. Donc, a priori, c'est ça qu'il fallait faire. Bon, moi, je pensais réellement pas que tu allais tirer à la carabine. Guillaume, il me dit, bah oui, écoute, il est prêt à tirer avec une arme. Et la balle, elle est placée au pied à coulisses. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas mettre une balle mieux placée. Non, mais les gars, vous n'avez pas confiance. Je sais pas, je comprends pas. Première balle. Moi, vous me dites la croix, bah voilà, boum. Bon, bah, c'est instinctif. En fait, c'est des réflexes de chasse à l'arc. Blague à part, il y a aussi le fait que le matériel que tu utilises, je crois qu'on en parle un peu plus tard dans l'émission, particulièrement bien, magnifiquement réglé. Je veux dire, il y a en vrai, au-delà évidemment de tout le travail d'approche qui est vraiment énorme, mais une fois qu'on est calé devant l'animal, il y a le matériel aussi qui est là pour rendre la chasse facile. En tout cas, l'acte final, de le rendre facile et de le rendre aussi sûr pour ce moment crucial de la chasse. Bien sûr, c'est important. Et puis, sur les images, on voit que l'animal, il roule dans les barres rocheuses et il se coince. Ouais, et alors ça, c'est pas de ma faute, les gars. Et justement... Ah non, on t'a dit... Je sais pas, tu peux y aller. C'est vrai que vous m'avez pas reproché. Je sais pas si c'est pas de ta faute. Hein. Ouais, je sais pas. Et bon, on va regarder ça. Eh ben, on vous lance un magnéto. Guillaume, vas-y, tranquille. Hein. Ouais, franchement, il y a Guillaume qui est en train d'aller chercher notre chamois du jour, qui est resté coincé sur la barre, là-haut. Et évidemment, il faut tout faire pour aller chercher cet animal. Et comme il est aussi bien évident que... Je crois pas que je sois capable de faire ça. Là, Guillaume s'y colle. Et c'est sacrément vertigineux quand même ce qui est en train de se passer. C'est limite dangereux d'ailleurs. C'est vrai que là, Guillaume, il est en train de passer dans des endroits où peu d'hommes peuvent accéder. Il faut vraiment avoir le pied sûr. Et honnêtement, là, c'est pas une plaisanterie. Faut pas faire une faute de quart parce que sinon, tu risques de sauter une barre rocheuse. Là, comme le chamois vient de le faire, t'arrives en bas, t'es cassé en deux. Putain, Guillaume, c'est une chèvre blanche, quoi. Regarde le faire. Oh, fais attention, hein. Richard, il est là, ton chamois. Il est coincé. Arrivé au chamois, je vais quand même lui poser le bracelet de marquage avant de le déplacer. C'est vertigineux, il y a des barres, le chamois, il est vraiment venu se coincer dans un endroit terrible. Mais bon, je suis arrivé à venir jusque là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre. Je suis très content pour Richard, il a tué un super bouc. Et on a fait une super chasse, donc je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, bracelet fermé. Chamois adulte mâle. Chamois qui est déjà pas tout jeune. Hein. 9e année, il a les apex cassés, usés, il est très haut, il n'est pas très écarté, mais il a une belle forme. C'est un bouc dont beaucoup de chasseurs rêvent. Toi qui arrives du plat pays, là, Guillaume, il n'a pas hésité, il a attaqué tout de suite dans la barre. Incroyable. Enfin, c'était une scène surréaliste parce que... c'est là que tu vois que la montagne, c'est un métier, quoi. Enfin, il faut l'avoir en soi, quoi. Je l'ai vu monter, je dis, mais je le regardais passer, je disais, mais il va où? Non, mais c'est hyper impressionnant, en fait. Et puis dans la neige, le rocher qui est légèrement humide, parce que tu as vu face sud, il y a certains endroits qui dégèlent. Enfin, c'est sûr que... Ah, j'étais content que vous ne m'ayez pas dit, va le chercher, mon vieux, vous êtes gentil. Non, c'est impressionnant. C'est sûr que pour la chasse en montagne, il faut quand même une sacrée condition physique, tu as pu le remarquer. Et en plus, durant l'hiver, mais bon, après, Anthony et Guillaume, voilà, ils assurent. Ah oui. Mais bon, c'est sûr que ça doit être impressionnant. Ah, c'est très, très impressionnant. La sécurité avant tout, effectivement. On ne t'aurait pas emmené avec nous là-haut. Par contre, c'est vrai que c'est Guillaume qui a touché le premier le chamois, mais là, il n'y avait pas le choix. Ah bah évidemment. Je suis content de l'avoir laissé faire. Alors en l'occurrence, là, comme tu as pu le voir, et c'est bien d'ailleurs de refaire un point à ce sujet, quand on va et qu'on veut déplacer un animal, Guillaume, avant de récupérer le chamois, il l'a bagué. Selon la loi. Selon la loi, on est bien d'accord. Donc, après les images qui vont suivre, on a la séquence, je dirais, un peu émotion. Ah oui, pas un peu émotion. Beaucoup. Comme si c'était hier. N'en dis pas plus. Voilà. Allez, on envoie le magnéto, s'il vous plaît, les images. Il est là ton bouc, Richard.
C'est beau, hein, Richard? Belle bête. C'est des gros moments d'émotion. Ah ouais. Gros moments d'émotion. Il n'y a que la chasse qui peut t'apporter ces moments-là. C'est un mélange de fierté, de tristesse aussi, de la gratitude. Il y a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. C'est très très fort. Très 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 fort. Et je connais pas d'équivalent de ce sentiment que je ressens là, cette émotion que je ressens maintenant. Je sais que c'est toujours des moments et des instants très particuliers où, comme le disait Richard, effectivement, tu es pris entre ce que tu as vécu, l'excitation de la chasse en montagne, et puis ce sentiment où là maintenant, tu peux être des fois un peu triste d'avoir un animal comme ça aussi incroyable que le chamois dans les mains. Mais il faut se dire qu'on fait de la gestion et de la régulation. L'espèce du chamois ici, dans les Alpes et surtout sur ce territoire, elle se porte très bien. Et donc Richard, il nous faut pouvoir tirer des animaux pour réguler l'espèce. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vient de faire, dans le respect de la montagne et surtout de la pratique de la chasse. Que des bons moments en tout cas de partage, et surtout pour des hommes passionnés. On a un rôle de berger de la montagne, si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Et on t'a reçu comme un apprenti berger. Exactement. Ça fait quelque chose de regarder ces images en montagne. Il y a eu, je dirais à mon avis, plus d'1 minute de silence. Ouais, c'est des moments, j'ai des frissons rien qu'en regardant à nouveau les images. C'est des moments, comme je le dis, sur l'instant, qui sont quasiment inexplicables. Et je pense qu'on le ressent bien dans la vidéo en fait. Bah, j'espère, et à la fois j'espère et je sais pas, je suis comme si j'étais un petit peu mal à l'aise parce que ça c'est des moments qui d'habitude m'appartiennent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là j'étais obligé de le partager là, non seulement je l'ai partagé avec vous, mais en plus je le partage avec tous les abonnés d'Ovini et ça me fait vraiment quelque chose de bizarre d'avoir partagé ça avec tant de personnes. Alors que d'habitude, dans mon acte de chasse, je suis plutôt solitaire et ce moment de recueillement devant l'animal que je viens de tuer, je le vis tout seul. Et... C'est, comme on le dit même encore, même pour moi, parce que ça me le fait chaque fois, malgré que c'est mon travail, guide de chasse, d'accompagner des chasseurs, tu peux avoir cet instant où... Eh ben, c'est un peu en contradiction avec la passion, la montagne, l'amour de la chasse. Et puis, bah, on a prélevé une vie. C'est ce que je dis exactement, c'est la responsabilité absolue. Et c'est là qu'on peut rebondir sur le fait que les gens aujourd'hui, pour l'extrême majorité, mangent de la viande sans aucunement avoir conscience de ce qu'il a fallu faire pour la manger, cette viande. Quand tu vis une scène comme celle-là, tu as conscience de tout, de chaque instant. On va le voir, je crois, plus tard. On l'a cuisiné ensemble, ce chamois. Et tout a tellement de sens. Et ce moment-là, qui te rend... Moi, c'est mon instant de spiritualité. C'est l'instant où j'ai le plus la certitude d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. C'est ce que je dis dans l'extrait. Et... non, il n'y a rien qui remplace ce moment-là. J'ai beaucoup cherché, mais il n'y a rien qui remplace ce truc. Ouais. Et c'est sûr qu'en tant que guide de chasse, de vivre des moments comme ça et de pouvoir amener nos chasseurs, et en l'occurrence toi, dans nos montagnes, ben, ça nous procure quasiment autant d'émotions que toi. Et d'ailleurs, ben, Anthony ne m'a pas invité à venir avec vous, mais bon, ça... La prochaine, bien sûr. Parce qu'il va me réinviter, attends. J'en profite qu'on soit en direct. Elle est où la caméra? Elle est là. Il y en a 3. J'en profite qu'on soit en direct pour le dire. Ovini, il est obligé de me réinviter quelque part, tout le monde est d'accord. Mais il va falloir que le niveau il soit quand même plus élevé maintenant. Le niveau, il sera plus bas, c'est-à-dire qu'on va aller dans des endroits un peu moins... mais on va refaire un truc ensemble, c'est sûr. Ouais, et bah écoute, ça sera de toute façon avec plaisir, et je pense qu'il y aura effectivement d'autres occasions, et avec Guillaume et pourquoi pas Corentin la prochaine fois, on te préparera quelque chose. Et que je puisse chasser à l'arc aussi. Oui, avec relever un petit défi, ouais. Un défi. Challenge, ouais. Richard. Ouais. La difficulté de la montagne, c'est dur de monter, mais c'est vraiment dur de descendre. C'est vrai. Et puis là, vous allez vous en rendre compte parce que ça n'a pas été si simple en fait. Donc on vous envoie les images.
Finalement, il va pas l'avoir posé le sac. Pierre, il y a encore 10 minutes là. Je les connais vos minutes de coiffeur là. Là, à la fin, c'est la technique des 10 minutes. Tu connais pas ça? Oui, c'est ça. La technique des 10 minutes, en fait, c'est quand quelqu'un est découragé et qu'il en peut plus, on y dit toujours qu'il est presque arrivé et qu'il reste 10 minutes. Sauf que 10 minutes après 10 minutes, ça peut faire 1 heure, voire des heures. Donc c'est voilà, c'est la technique des 10 minutes. Hein. Putain, je lui avais dit à Guillaume de rien dire. Si la prochaine fois, celui qui va venir avec nous, eh ben, il nous dira arrête de nous prendre pour un con direct. Un petit message pour les abonnés de Richard sur Terre là. Écoutez pas ce qu'il vous dit. Quand Ovini vous dit il reste 10 minutes, il vous dit ensuite une demi-heure après qu'il reste 10 minutes. Donc en fait, vous arrivez jamais. C'est-à-dire que là, ça fait à peu près 2h30 qu'on doit arriver dans 10 minutes. Donc si vous faites un voyage avec Ovini, vous allez vous éclater. Mais en revanche, l'écoutez pas quand il vous dit l'heure qu'il est et l'heure à laquelle on arrive. Voilà, message passé. Richard, on est presque arrivé. Ouais. Richard. Oui. 10 minutes. 10 minutes. C'est ça, ouais. Mais partez devant, j'arrive. 10 minutes. Foot des 10 minutes, moi. Il était solide, Richard. Ça y est, on arrive à la voiture. J'ai réussi à ramener mon chamois jusqu'à la voiture. Mon chamois, il est là. Je l'ai ramené jusqu'à la voiture. Parce qu'il m'a dit que j'y arriverais pas. C'est Guillaume qui a dit ça? Non, c'est toi, Anthony, qui a dit que j'y arriverais pas. Donc il est là, mon chamois. Maintenant, j'attends des excuses. Vous excusez tous les deux là. Déjà pour m'avoir dit que une demi-heure c'est 10 minutes déjà, pour commencer. Ça c'était pour t'encourager à finir. Voilà. Non, dire que j'y arriverai pas de ramener la publicité mensongère les 10 minutes, mais bon, ça a marché. Bon, non, il a assuré grave. Ah, bravo Richard. Merci les amis. Bravo, merci d'être venu nous rejoindre dans les Alpes. C'était un bonheur. T'as redescendu ton chamois. Exactement. Nous, avec Guillaume, on s'est dit dans le premier virage, il va être couché. Et je vais te dire, ça, c'est vraiment important pour nous, qu'un chasseur, il aille jusqu'au bout de l'acte et qu'il puisse aussi ramener son animal. Et là, il faut vraiment avoir un mental de fer pour en vérité, au départ. Ah, c'était pas prévu. Non, parce qu'en fait, oui, ben, je me rappelle très bien. C'est-à-dire que Guillaume, il a commencé à me dire, non, mais c'est toi qui redescends le chamois. J'ai cru que c'était une vanne. Au départ, je me dis, attends, on va faire une vanne. On est en train de tourner le truc pour faire un film. Ok, je vais marcher 30 mètres, je vais poser le machin, tu vois, c'est bon. Et puis, il m'est piqué un petit truc quand même où je me suis dit, attends, je vais redescendre mon chamois. J'attends toujours les excuses parce que je te signale que dans le truc, j'ai dit que j'attendais les excuses parce que tu as dit que j'y arriverai jamais. Et je me rappelle très bien, tu as dit que j'y arriverai jamais. J'attends des excuses, Anthony. J'aime quand tu fais ça. Non, franchement, respect parce que c'est pas donné à tout le monde. Dur. Et en plus, ce qu'il faut savoir, parce que c'est pas évident de s'imaginer ça, quand après une journée où en fait tes muscles que tu as des jambes sont pas forcément habitués à marcher en montagne, eh ben, tout simplement, et que tu manques d'hydratation, eh ben, tu peux te retrouver tout simplement avec des crampes. Et là, le moment le plus difficile, en fait, c'est au moment où il faut attaquer à redescendre. Et si tu mets en port du poids, eh ben, tu tires, et les jambes, elles deviennent toutes rouges, et là, tu les sens plus, c'est dur, et tu attrapes des crampes terribles. Ouais. Je pense que tu nous as pas tout dit, mais à mon avis, les jours qu'on suivi, ils ont dû être difficiles. Franchement... Bon, j'ai dormi 72 heures, mais j'ai pas, sinon j'ai pas vraiment le souvenir d'en avoir chié plus que ça. Ouais. Hein, et puis moi il t'avait pas dit, mais ils t'ont rajouté des pierres dedans le sac. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Je te jure. Non, ça aussi on l'a fait. Ça aussi on l'a fait tout le temps la blague. Mais là, vous avez appuyé sur le sac, c'est pas possible. Bon, enfin en tout cas super Richard. Et puis bon, tu pensais que c'était fini. Et puis tu sais que chez nous, chez la Team Ovini, c'est incontournable de préparer sa viande, de la cuisiner et de la manger. C'est la vie. Donc bon, ben, c'est comme ça. Tu pensais avoir terminé la journée et puis finalement, non. On était bien, un petit godet, on s'est mis en cuisine là. C'était un moment très sympa. Bon, je pense que les images elles vont parler d'elles-mêmes. Hein. On regarde ça. C'est que là on va te préparer un gigot prêt à mettre au four directement. Tu l'ouvres là, tu longes l'os. Tu vas voir une fois qu'on va avoir retiré l'os. Là, tu as la pièce du jarret, là, c'est la pièce basse. C'est toujours plein de tendons, de nerfs. C'est très très compliqué à cuisiner. On va le mettre de côté et
tu vas t'en servir pour faire un pot-au-feu. Et ce qui donne le goût fort à la viande, que ce soit dans n'importe quel animal, tu longes la fémorale tout le long, c'est plein de sang, c'est là où tu peux avoir des odeurs un peu fortes. Et là, le long de ta fémorale, tu vas tomber sur une glande. En fait, ça filtre ni plus ni moins le sang. Et puis au niveau des pattes, là où il laisse les empreintes de détresse quand il a été touché, blessé ou qui court, ben c'est dû à ces glandes-là. Et ça, c'est le secret. Quand tu enlèves ces petites glandes-là, ta viande de gibier, elle sent plus le gibier. Là, le gigot, il est propre. Maintenant, on va sortir plein d'assaisonnements, tu vas voir. Là, on va lui mettre bien de la moutarde. Une grosse cuillère de moutarde. Ça, c'est les herbes de Provence de papy, ça. Là, tu saupoudres. Voilà, là, c'est parfait. Après, la moutarde, c'est bon. Le poivre du Tadjikistan, celui-là, ça, c'est un assortiment d'épices qui viennent du Tadjikistan. Il y a un mélange de 20 épices à l'intérieur. Là, ça donne quand même le goût au fond de sauce, à la cuisson. Donc là, on repositionne l'os. En fait, on va passer avec la ficelle rôtie. Quand tu vas le serrer, ça va le tenir en fait. On a mis sous vide d'un gigot. Là, tu peux le mettre au congélateur. Et là, tu veux que je te dise, la conservation, c'est sans problème 1 an, 2 ans. Mais j'espère que tu les mangeras. Ah, ça va. Je vais te dire, il y en a un qui verra jamais le congélateur. Ça, je peux te garantir. Pas de répit après cette journée où il a fallu redescendre ce chamois. Eh ben, étant donné que tu repartais le lendemain, moi, ce qui était important, c'est que on coupe toute la viande, pas mettre une pièce de viande, un gigot avec des poils dans un sac qui finit au congélateur. Non, on l'a préparé et pratiquement prête à mettre au four. Bah, c'était génial. C'est-à-dire que non seulement on vient de crapahuter, on vient de faire tout un tas de trucs pas possibles pendant 48 heures, et puis après, il y a encore, voilà, on passe encore en cuisine et tu prends encore le temps de me montrer une recette et de me montrer des trucs. La valorisation, évidemment, de l'animal qu'on vient de tuer, d'abord, c'est la chose la plus normale du monde. Hein. On vient de tuer un animal, on va le préparer pour le manger et l'offrir aux gens qu'on aime. Donc, d'avoir pu le faire avec toi et que tu m'apprennes comme ça des petits trucs que je savais pas, comme cette petite glande là qu'il fallait enlever, ou voilà. Puis c'était un moment convivial, un moment sympa, et puis un moment surtout nécessaire et qui donne du sens à tout ce qu'on a fait dans la journée, quoi. Cette viande, ouais. T'en as mangé au retour ou t'as tout mis au congélateur? Par contre, c'était pas bon du tout. Hein. Je sais pas si c'est passé. Non, je déconne. Non, c'était. Non, en vrai, c'était assez exceptionnel. Comme je t'avais dit, sur le moment, il y en a un qui est parti au congélateur et puis il y en a un autre qui a jamais vu le congélateur. J'ai invité des amis à la maison, on l'a fait, c'était simplement exceptionnel et c'était autant, bon, c'est pas Édouard qui l'a préparé, on est d'accord, mais c'était bon. Et au-delà du fait que c'était bon, il y avait surtout cette fierté que j'avais. Moi, j'avais mes potes et tout. Tes potes qui étaient à table posé avec sur toi. la table comme ça. Et j'étais, alors, c'est qui a... Alors. Et là, quand les copains, ils vont voir les images et puis les efforts qu'il y a eu. Mais exactement. Puis tu as une fierté, tu as du sens. C'est-à-dire que les gars commencent à me dire, ah bon, le chamois, ça se mange. Je ne savais même pas qu'on avait le droit de le chasser. Après, j'ai expliqué, alors j'en ai rajouté, évidemment, comme tout chasseur qui raconte son histoire. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas voir la vidéo, parce que je leur ai dit que j'avais les guides dans le dos, que les mecs, ils n'avançaient pas. Bon, bref, comme un chasseur qui raconte une histoire. Hein. Exactement. Mais voilà, il y avait vraiment une fierté de partager ça avec mes potes, et puis de raconter l'histoire qui allait avec. C'était un super moment, donc voilà, c'était vraiment top. Eh ben, une bonne transition, on est en train de parler justement de la viande. Ça sent bon, hein? Ouais. Ce que je te propose, c'est d'aller voir Édouard en cuisine, et puis de se... Édouard, t'es prêt? De te le présenter. Oh là! Ouais, c'est pas mal. Oh, ça n'a pas l'air mal. C'est pas mal, je suis sur le moment de la garniture. C'est bon, ça? Toute une cueillette des choux-bois. Un petit peu de myrtille, un petit peu d'herbe hachée, avec un peu de moutarde pour venir se poser sur ce filet de chevreuil que je vais bientôt cuire. Donc je ne sais pas pour combien de temps vous en avez, mais... Et tu nous laisses combien de temps là? Un filet de chevreuil, c'est vite fait. Hein. C'est cuit sur les deux faces, enfin tout le tour, avec une belle mignonnette de poivre. On va compter 2 minutes. Et après, c'est 3 minutes de four. Donc en 5 minutes, c'est prêt. Hein. On va faire court. Et ça se mange... je ne sais pas comment le dire. C'est pas al dente, ça se mange... Ça se mange en comme 5 le minutes, chef c'est dit que prêt. ça se mange. Quoi. Voilà. Cuisson la minute. viande est chaude, elle est encore presque crue au milieu, cuit autour, bien relevée par la mignonnette de poivre. Mais bon, j'entends des choses intéressantes. Il a je vous donne encore un peu de temps. Il a invité ses copains à venir manger.
T'as des conseils à donner à Edouard ou pas? Ouais, franchement, enfin moi perso, j'aurais pas fait comme ça. Mais après, bon, je veux dire, chacun ses recettes, chacun ses secrets. Après, moi, c'est vrai que j'aurais fait un petit courbouillon. Bon, bah voilà, je le dis. Je pense, mais tu sais, ce qui est fabuleux en cuisine, c'est comme toute action de chasse. On peut être 10 chasseurs, on peut être 10 cuisiniers avec le même produit. On va tous faire différent. Par contre, ce qui compte, c'est que ce soit bon. Après, c'est vrai que quand on a 2 étoiles au Michelin, c'est vrai que ça n'a pas souvent le même goût que quand on les a pas. On peut rajouter des petites choses. C'est comme quand il y a de la neige, c'est pas pareil. Donc, en fait, 2 étoiles Michelin, c'est juste qu'on rajoute des petites choses, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, mais, mais tous les jours de l'année. Hein. C'est pas un jour avec, pas un jour sans. Non, moi, j'ai hâte, en tout cas, de goûter à tout ça. Eh ben, ce sera un plaisir de le partager ensemble. Edouard, on va te laisser parce que tu as encore un peu du travail. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite. Richard? Et oui. Et la suite? Bon, Richard, il ne suit pas. On va faire un point matos. Oh. Et puis, on va faire un point matos. Dis, t'as pris, toi, non, un peu, là? Ouais, je pense. Et on va recevoir Julien et Gilles pour le matériel. Tu dis quoi? Et on voit que le matériel... dit quoi, Jamy? Ah non, il n'y a pas de magnéto. Non. Non, on y va. Jingle. Eh bien les garçons, on est content de vous recevoir ce soir. On a Julien qui aujourd'hui est notre référent technique pour tous les produits qu'on utilise. On a un problème, on appelle, on ne sait pas comment c'est possible, mais il répond tout le temps. De jour comme de nuit. C'est vrai, c'est vrai. Étant donné qu'on n'est pas souvent là, quand on appelle, c'est qu'on a besoin. Et je peux te garantir qu'ils sont réactifs, les garçons. Et puis, Gilles, on n'a pas besoin de dire qu'il vient du sud de la France quand on voit le bronzage que tu as. Par contre, Gilles, c'est notre armurier et c'est vraiment le magicien, le mec de l'ombre qui grâce à la technicité, on a réussi à optimiser nos armes et franchement, vous faites un boulot exceptionnel. Top, Jules. Écoute, bonsoir à tout le monde. Je te remercie de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, c'est un honneur d'être en compagnie de tout le monde. Évidemment de Richard, qui est une personnalité qui carrément une personnalité. Quoi. Ouais, une personnalité de la c'est vraiment du sérieux. D'ailleurs, j'ai pas vu les pétales de rose sur mon chemin quand je suis arrivé jusque-là. Je suis un petit peu déçu. Ça, c'est pas encore, on n'en est pas encore là. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Anthony. Bon, c'est une longue histoire avec Anthony. Donc, je suis armurier à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Je suis la 3e génération. On est une entreprise familiale et on a à cœur de faire notre boulot le mieux possible. Donc ça fait une petite dizaine d'années que maintenant je t'équipe, Anthony. Ouais, et que tu t'optimises. Que je fais tes préparations, les montages, les réglages. Apparemment ça se passe plutôt pas mal. Hein, ça tire droit. Voilà, c'était là, voilà. Tu bosses avec Julien. Avec Julien, au quotidien. En collaboration, qui est donc le chef de produit donc, de chez Rivolier, de FBT. Et je vais te laisser la parole pour te présenter. Merci Anthony de m'avoir invité ce soir. Je suis très content d'être avec vous parce que c'est vrai qu'on se côtoie souvent au téléphone ou à distance. On n'a pas forcément le temps de se voir toute l'année. Donc moi, je gère la marque FBT en France qui fabrique des crosses carbone. Donc ici, on a le modèle unique qui t'équipe, effectivement, qui équipe toutes les carabines du marché qu'on peut retrouver. Aujourd'hui, on a plus de 25 modèles déjà qui sont référencés. On le fait pour de la marque Sauer, Blaser, Merkel, Browning, Benelli. On a énormément de variétés. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le carbone, c'est quelque chose que les gens nous demandent. Et la chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on peut même remettre au goût du jour des anciennes armes. Donc on l'a fait notamment sur la Mauser 66, et ce qui te permet en fait, de rajeunir ton arme, de lui faire gagner du poids, de la relooker et d'avoir une prise en main ergonomique grâce au trou de pouce. Et Gilles, toi justement en tant que spécialiste et armurier, aujourd'hui dans ta boutique, est-ce que tu as des clients comme ça qui viennent avec des armes anciennes ou des armes qu'ils viennent d'acheter pour pouvoir customiser et remettre au goût du jour? Oui, j'ai eu cette demande plusieurs fois notamment. Mais grâce à l'éventail du nombre de carcasses que vous proposez, effectivement, des vieilles armes sentimentales que possèdent les chasseurs du grand-père, du papa, et qui ne se servent plus parce que c'est trop lourd, c'est archaïque. Donc effectivement, avec ces crosses carbone, on peut leur redonner une seconde vie. Donc les équiper, et pour qu'elles puissent donc repartir sur le dos du chasseur. Et voilà. Donc, et puis ça prend une certaine plus-value, non ?
Une plus-value, oui, effectivement, parce que bon, l'arme sentimentale ne va pas être revendue, donc pas sur ce principe-là, mais on peut aussi très bien, comme tu dis, la plus-value sur une vieille arme que quand on va voir l'armurier, moi il y a des personnes qui viennent me voir, cette arme, écoute, j'en fais rien, c'est une barre de rouille, il n'y a personne qui en veut. Je veux dire, bon, on peut la... Donc à ce moment-là, ils peuvent l'équiper, dire plutôt que de rien en faire, je lui monte une crosse carbone et je vais m'en servir quelques années, et puis un jour je veux la revendre avec une crosse carbone, effectivement, elle redevient vendable. Moi je pense qu'on gagne aussi énormément de poids. Mais voilà, c'est ça. Tu passes d'une crosse bois. Mais c'est surtout, quand je reviens, donc là, comme tu m'as... sur le sujet donc, des armes sentimentales, donc on les modernise, donc celle du papy ou du papa, et le gain de poids, évidemment, effectivement. Donc, du coup, là, on part sur des armes ultra, quasiment modernes, hormis donc la mécanique un peu à l'ancienne, mais bon, c'est super sympa. Voilà. On reste sur du robuste, quoi. On reste sur du robuste, voilà. Et après, il y a toutes les demandes d'équipement pour les armes modernes aussi. Vous avez, je dis un exemple, une Tikka, donc, qui est une très bonne carabine qu'on vend bien, des blazers, où on veut monter une crosse carbone trou de pouce pour avoir un confort de tir, une qualité de tir. Et là, si tu veux, les personnes, une crosse FBT, on est à 2400, 2500 € à la vente, une carcasse FBT. Donc du coup, vous voulez acheter une carbone de bonne qualité, vous êtes à 4-5 000 € la carabine complète. Vous voulez une crosse donc, chez d'autres fabricants, elles sont un tiers plus chères. Donc rapport qualité-prix, c'est bien placé. Donc on modernise sa carabine, on évolue pour si on veut aller chasser en montagne. Comme si toi, Richard, tu avais une arme. Mais écoute, tu as vu que tu en as un peu chié parce que tu n'avais pas la caisse. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Du coup, là, gain de poids. Voilà, tu prends, allez, je la garde. J'ai du poids à perdre là avant d'en perdre là. J'ai une carabine avec une crosse en bois, elle est un peu lourde. Allez, je vais avec Anthony, je mets une crosse carbone et comme ça, du coup, j'ai 500 grammes de moins sur le dos. Voilà. Allez. Donc, il y a ces évolutions, il y a un grand éventail de possibilités. Vraiment, moi, ces armes que je vends beaucoup, que j'ai en stock, que je propose aux clients et je conseille à tous les armuriers, évidemment, de les stocker parce que c'est un super produit, c'est très vendeur quand vous les mettez en main, quand vous les montez sur une carabine, vous prenez une carabine, vous avez en présentation sur le râtelier, vous l'équipez d'une crosse FBT, tac, la personne y la prend, oh putain c'est top quoi. Voilà. Donc, et surtout, Gilles, ce que tu disais par rapport aux armes anciennes de Tecchia, pourquoi on est capable de développer ce modèle-là? Parce qu'on a une partie imprimée 3D ici, donc qui va venir s'adapter, qu'on va développer pour chaque modèle. Donc on va relooker la carabine, on va faire en sorte aussi que le bedding, c'est-à-dire la partie de la liaison entre la crosse et la partie imprimée 3D soit très bien faite, donc ce qui va même améliorer la précision de ton arme. Donc ça c'est un point important. L'autre avantage, c'est qu'on a une crosse et un devant identiques sur toutes les carabines. Donc la crosse est ambidextre pour les droitiers et les gauchers. Donc tu as un busque réglable qui permet effectivement de positionner la joue le mieux possible. Donc on a vraiment une crosse trou de pouce ergonomique. Et l'autre avantage du trou de pouce, c'est que quand tu vas la prendre en main, tu vas avoir une position relâchée au niveau de ta main, de tous les muscles de la main. Et ça, tu le dis souvent sur tes vidéos. Quand on doit tirer, il ne faut surtout pas mettre de pression sur la main. Donc là, tu as une position très relâchée. Et appuyer dans la concentricité de l'arme. Voilà. Pour éviter l'erreur angulaire. Pour éviter l'erreur de tir. Donc, ce qui fait que quand tu as appuyé sur la détente, ça va éviter les erreurs de tir. Donc ça, c'est une partie vachement importante. Et d'ailleurs, toi, Anthony, il me semble qu'on est parti au mois de décembre ensemble. J'ai l'impression qu'il a Alzheimer. Il était avec moi, il me dit, il me semble qu'on est parti. Il me semble qu'on était ensemble, c'était pas trop mal. On a passé un bon moment ensemble. Non, écoute, tu sais ce qu'il m'en fait faire? Il m'a dit, je te propose de venir avec moi, aller en Autriche, faire une battue. Et moi, à part de la chasse à l'approche, accompagné des chasseurs... T'aimes pas trop tirer quand les animaux ils bougent, toi? Non, il faut qu'ils soient arrêtés. D'ailleurs, j'attendais que les sangliers s'arrêtent. Bah oui, non. Avec 50 chiens au cul, ils font ça souvent. Oui, voilà, c'est pas franchement évident. Mais c'est vrai que, pour le coup, eh bien, j'étais équipé... J'avais l'impression en fait d'avoir ma carabine à l'approche, sauf que c'était une carabine de battue, donc extrêmement légère et équipée avec une crosse carbone, une Maral, et un tout petit silencieux au bout qui pesait vraiment rien du tout et qui déséquilibrait pas l'arme. Donc c'est vraiment un équipement en fait qui convient et qui m'a bien convenu et qui en tout cas qui m'allait bien pour ce type de chasse. Justement, en parlant de ça, donc je crois que tu m'as dit que c'était ta carabine que je t'avais équipée, celle-ci. Il y a un an. Donc je voulais savoir, l'été dernier, qui lui met dans la gueule quand même, vu que tu vas à la chasse assez souvent, on va dire. Une fois par semaine, c'est ça à peu près? Par mois. Le dimanche. Donc je vois qu'elle est en parfait état.
tu me confirmes bien que c'est celle que tu chasses depuis un an avec. Mais non, parce qu'il chasse sur les chemins en fait. Voilà. Il le dit pas, mais donc elle est en parfait état. Caméra. Elle est en parfait état. Donc en fait, c'est ton ressenti donc sur ton ressenti sur cette arme et apparemment le matériel il vit très bien quoi. Bon, j'ai juste démonté ma culasse, mon boîtier et puis mon canon pour vous l'amener ce soir. Alors c'est une arme. L'évolution par rapport à la dernière crosse que j'avais, eh ben, elle avait ce pied et ce monopode derrière. Alors ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est une évolution assez intéressante et qui permet, on parle toujours à la chasse, et probablement toi tu avais eu les mêmes infos quand tu étais à l'armée, il faut toujours 3 points d'appui. Regarde, les 2 points devant et derrière. Ça veut dire qu'une fois que la carabine elle est posée, eh ben, tu fais quasiment plus aucune erreur de tir. La poignée fait aussi que tu es bien dans l'axe de ta détente, donc tu peux envoyer un tir très précis. Donc, non, effectivement, ce monopode, c'est quand même une révolution. Et puis, elle a 1 an. Je n'ai pas chassé ni sur les chemins, ni tous les 31 du mois, c'est-à-dire une dizaine de fois par an. La carabine, elle a sorti l'année dernière quasiment 9 mois à l'étranger. Et puis, on a fait plus de 200 jours de chasse. Donc, tu peux la voir, elle est quasiment... Elle vieillit bien, le carbone, il est de bonne qualité, alors, il est robuste, c'est vraiment... top. Et puis, c'est vrai qu'en plus, pour moi, en fait, cette arme, tout simplement, on est parti en montagne, en sécurité, avec Richard. Je l'ai pris sur le dos, on a dit des fois qu'il y a un animal qui est tiré à l'arc, qu'il faudrait retirer. Eh bien, on a changé la stratégie, tu as utilisé cette carabine. Et il est gaucher. Il s'est mis en position, et d'un coup, il a pris la carabine à gauche. Je lui ai dit, tu l'as bien en main? Il n'y avait pas de problème. Mais donc, oui, ça a été hyper instinctif. Le moment a été très facile. Mais je voulais dire, par rapport au busque, que peut-être tu n'as pas précisé, Julien, c'est qu'elle existe en intégral gaucher. C'est-à-dire là, Fatalité, il a été gaucher, donc il a tiré avec un busque de droitier. Crosse ambidextre, on est d'accord. Toutes les crosses sont ambidextres, qu'elles soient gaucher ou droitier, à la prise en main. Mais tu as la version gaucher, avec le busque. Voilà, on a la version intégrale gaucher. Là, c'est-à-dire qu'occasionnellement, comme l'a fait Richard, tu peux tout à fait l'utiliser à gauche. Mais après, tu as effectivement la partie du busque qui est plus large de l'autre côté, donc on l'a fait aussi en version intégrale gaucher. Voilà. Écoute. Non, mais c'est vraiment une nouvelle technologie, en tout cas, qui nous permet, en tout cas pour moi, qui accompagne des chasseurs tous les jours et qui n'ont pas du tout la même morphologie. Là, j'avais un grand gaillard d'1m80 assez balèze, on peut dire. Assez balèze. Non, mais vas-y, va au bout. Costaud. Va au bout. Non, mais les gars, il s'arrête. Là, tu viens voir Robini, tu vois Robini en direct, il dit que t'es gras. C'est sympa. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que demain, j'accompagne. Vous les entre les lignes. Demain, j'accompagne un petit bonhomme qui fait 1m65, qui a des petits bras. Et bien finalement, le fait que je puisse régler mon système là ici, que je puisse régler mon système là ici, c'est vrai que ça change. Il faut aussi dire qu'on tient les lunettes pas trop avancées parce que comme on chasse avec du silencieux, il n'y a pas de recul. Donc il n'y a pas l'intérêt à faire avoir une distance oculaire importante. Et donc pour le tir de précision, ça ne sert à rien de s'écraser trop sur la carabine. Du coup, les lunettes sont tenues légèrement plus en arrière. Vu qu'on n'a pas de recul, on ne peut pas prendre la lunette dans l'œil. Et la crosse est quasiment adaptable à tout le monde, quoi. Ouais. Mais écoute, merci. Attends, merci. Je voulais juste dire un petit coup. Nous, on a 3 carabines différentes chez Auvigny Expédition. Et ça fait que très souvent, d'ailleurs, quand on est avec les garçons, on peut échanger nos carabines. Et je veux dire, tout le monde est capable de s'adapter, même que ce ne soit pas la même marque. Et ça, c'est aussi... Aujourd'hui, vous avez 3 marques complètement différentes. On l'a vu que sur les essais qu'on a fait, tu es quand même capable de placer des balles à certaines distances, même assez loin, avec 3 marques différentes. Donc, c'est entièrement interchangeable. Si vous avez telle carabine tel jour ou telle carabine tel jour, pour vous, ça changerait. Le résultat sera toujours le même. La seule chose qui change, c'est la queue de détente. Mais sinon, c'est vrai que sur la crosse, c'est exactement la même position. Voilà, tous les clients peuvent se positionner pareil. Et puis en plus, moi, Gilles, j'ai pu changer le cross sur ma carabine. Et puis, en fait, on s'aperçoit que c'est vachement pratique. Voilà. Alors, tu l'as changé avec mes conseils.
Exactement. Parce que sur ça, c'est quand même un point qu'il faut aborder, c'est qu'effectivement, elle est facile à changer, mais il est quand même préconisé de passer par un armurier professionnel. Il y a 2-3 petits points où il ne faut pas se planter, et voilà. Sinon, après, on risque de perdre les garanties du fabricant si on abîme la crosse. Il y a des coupes de serrage à respecter aussi, pour ne pas abîmer le carbone. Donc voilà. Mais après, hormis ça, c'est vrai que c'est un produit que un quart d'heure, 20 minutes en atelier, c'est changé, quoi. C'est très rapide. Peut-être même un petit peu moins, hein, je dirais. Voilà, quand on connaît, ça va très vite. Donc, non, c'est vraiment un excellent produit. Donc, Merci. Écoutez, les garçons, on vous remercie pour ce point technique, en tout cas, sur une crosse qu'on a utilisée lors de la chasse avec Richard. Ce que je vous propose, c'est que vous nous attendiez à table. Et puis, on va aborder le point terroir. Avec, on y va. Bon ben merci, puis avec grand plaisir. Je suis content d'avoir fait cette petite. Allez, viens, on va mon boire premier live, mon premier live qui m'a mis un petit peu de pression au départ. Ouais, j'arrive. Non, toi tu restes ici. On reçoit. Il m'a mis un peu de pression parce que Anthony aime la perfection. Voilà. Allez, on va parler nourriture, c'est bon, on a fait. Allez. Merci Anthony. Je vous en prie. Jingle. Ah, voilà. Du coup, j'ai amené de quoi déguster cette terrine. Tu nous expliques? Pied fendu et chasseur. Pied fendu et chasseur. Il va falloir que tu nous donnes des explications. Hein. Et chasseur, il y a cerf, chevreuil, sanglier. Pied fendu, il y a essentiellement ongulé. Que du chevreuil, du chamois, du cerf, des pieds fendus, de la chèvre. Bon, t'es un peu vague, bon, on comprend, hein, tu peux pas donner la recette exacte, c'est sûr. Et puis il y en a plusieurs des terrines. Et puis il y en a plein, hein, c'est vrai que. Mais est-ce que tu arrives quand même à nous donner des petits indices sur des portions, sur vraiment pour une terrine de gibier, on va dire quelque chose qui pourrait aider les téléspectateurs finalement? Pour une terrine de gibier, bien souvent, je mets 2 tiers de gibier et un tiers qui est divisé en 2. Donc la moitié d'un tiers qui va être de l'épaule et de la gorge, ou de veau ou de cochon, ça dépend si on veut faire des terrines sans cochon, c'est quand même meilleur le gras de cochon. Mais avec du veau ça marche bien, de la gorge et de l'épaule. Et puis compléter avec du lait et de la mie de pain. Puis après c'est les arômes de chacun, il y en a qui vont mettre du poivre, de la muscade, de la cannelle, des 5 baies, tout un tas de choses. Moi j'aime bien rester sel, poivre. Et vu que les pieds fendus, c'est souvent du gibier de montagne chez nous quand on chasse, donc je prends un poivre de Penja qui vient de l'Himalaya, qui est un poivre de montagne, pour rester dans l'esprit de la recette et de la montagne et de nos cueillettes en montagne. C'est vrai que tu es passionné de ça. Ben, j'ai passé une grande partie de ma vie plutôt dans les cailloux, presque là où il n'y a pas d'arbres, où le son de la rivière rythme nos journées, donc c'est ancré quelque part. Ça s'entend. Ça t'arrive de rajouter des fois des champignons à l'intérieur? Des champignons, des baies, énormément. Et du ketchup? Non, du ketchup, non pas vraiment. Non, je sais pas. Pas vraiment, mais par contre, alors si on parle sur ce sujet-là, avec des copains, quand on veut faire à manger, si on n'a rien à manger, et si on n'a rien pour cuisiner surtout, avec une terrine, on peut faire une super bonne sauce. Et là, il nous faut un peu de ketchup. C'est vrai? On va prendre une terrine, on va prendre une terrine, on va l'écraser dans la poêle. Du coup, c'est tous les goûts réunis d'un fond de sauce. Et dans cette poêle, on va mettre du vin rouge, on va mettre un peu d'eau, un peu de moutarde, un peu de ketchup pour la douceur. Et on fait frémir tout ça et on passe ça dans une petite passette, ou si on n'a pas de passette, on la mange. Et en fait, on a le résultat immédiat d'une daube ou d'une sauce cuisinée. Et tout le goût était là. On a juste rajouté des liquides pour la transformer en sauce. Mais essaye, tu vas voir. Tu mets ça sur du riz ou des pâtes quand t'as pas le temps? Des pâtes, c'est vraiment une tuerie. Je vais tenter. Je fais souvent, j'épate souvent les copains avec une sauce comme ça. Et alors, pour vraiment corser le goût de gibier, si tu as des olives, tu mets de la tapenade avec. Ah ouais. Terrine, tapenade, vin rouge, bouilli, le tout sur une bonne viande. Extraordinaire. Ça donne envie. Je vais le tester, ça, c'est sûr. Le problème, tu sais quoi? Il va falloir que tu négocies avec Edouard des boîtes de terrine, parce que c'est la base. Je vais repartir sans terrine. Tu m'as fait traverser la France pour que je vienne et je repars sans la terrine. Il va falloir que tu négocies avec lui. Hein. Je les vends au restaurant, je les vends aux copains et je les envoie partout. Ouais. Donc parfois, c'est un petit coup de téléphone ou un texto. C'est bon à savoir. Dans les 2 jours qui suivent, c'est là. Moi, pour rappel, aujourd'hui,
c'est bien du gibier qui est à l'intérieur. Juste pour expliquer, il y a possibilité de passer et de faire en fédération un stage qui s'appelle hygiène et venaison. Et franchement, ça, c'est quelque chose de très bien. Ça permet de tout de suite, après l'éviscération de l'animal, de faire les premiers tests et savoir si oui ou non il y a un problème. Et puis tout simplement après, eh bien, à ce moment-là, toi, tu peux récupérer la viande de gibier et en faire ses terrines. J'ai beaucoup de chasseurs qui me disent en fin de saison, écoute Edouard, on n'a pas tout mangé, on en a en trop, est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors souvent, je les ai cuisinés, mais maintenant que je me suis organisé comme ça, je leur dis, écoute, je te fais des bocaux, des boîtes, des gros, des petits. Ah oui, à Noël, je vais les offrir à la famille, je vais les offrir aux copains. Et donc, je récupère les gibiers, on les transforme en terrines. Alors, je ne fais pas que du gibier, je fais aussi de l'agneau, du taureau, du canard, un peu pour marquer chaque région. Le taureau, c'est du taureau de Camargue, près de chez toi, du taureau bio, élevé. Taureau de Camargue, viande AOP, qui est extraordinaire. Et que j'achète sur pied, donc qui passe avec 0 main. Et on va dire qu'il y a un circuit direct. Je fais pareil avec du veau de Savoie. Et donc pour les copains, je leur règle le problème quand ils ne savent pas quoi en faire, puisque le retour, c'est avec leur étiquette, leurs mots, leur message, l'intention des cadeaux qu'ils veulent faire. Et puisqu'on fait tout de A à Z avec Solange, une amie qui me confectionne tout cela. Alors je vais cuisiner avec elle, on met au point des recettes, mes recettes, elle en fait pour d'autres aussi. Et puis après, elle les fait à merveille. Et c'est vrai que c'est quand même important, une fois que toutes ces choses sont respectées, de pouvoir transformer des produits comme ça, c'est magique. Hein. Et puis ce qui est top, c'est qu'après, pendant toute la saison, eh bien, quand tu vas en montagne... T'emmènes la boîte. T'emmènes une petite boîte dans le sac à dos. Tiens, regarde, je vous en ai amené à goûter. Ça, c'est top. Mais, moi aussi, j'ai juste pour un petit rappel, et c'est important, quand on tire un animal, l'éviscérer le plus rapidement possible, essayer de respecter la chaîne du froid et puis le placer en chambre froide. Alors nous, on est chasseurs de montagne, tu t'en es rendu compte, quand tu te trouves à plusieurs heures de marche, eh ben, c'est pas forcément évident, et souvent on met ça dans des sacs étanches ou un peu hermétiques pour éviter que ça saigne de partout. Il faut faire attention, quand ça dure pendant certaines heures, ça peut rendre la viande impropre à la consommation, parce que tout simplement, elle reste chaude avec le plastique. Donc, il faut faire attention. En général, c'est bien de la laisser refroidir et respirer au moins une bonne heure. Donc, si on a une boîte dans son sac, on casse la croûte avant de redescendre, le temps que ça tempère. Mais c'est important, comme ça, la viande ne s'échauffe pas dans le sac. Ouais. Et elle garde vraiment tout son côté nutritif et les vertus de la viande. Quand elle s'échauffe, presque, elle va avoir un goût pailleux, filandreux, presque cuit. Et ça, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas intéressant comme texture. Bien sûr. Bon là, tu le dis depuis tout à l'heure, on s'y jette dessus ou quoi? Et puis attends, pas que, regardez le couteau, ça. J'espère que c'est en mon honneur quand même. Tout à fait. La croix de Camargue, l'emblème de la Camargue, donc le couteau emblématique, le camarguais. Donc là, je suis sûr que la terrine, elle va être que plus délicieuse. Ouais. Bon. C'est vrai qu'on va pouvoir goûter. Moi, je tape dedans. Tartine de pain chaud. Tartine de pain chaud, terrine des chasseurs, qu'on vient de faire cette année pour le restaurant et pour des chasseurs de Manigot. Ah oui. Très très bon. On pourra recommencer à table, comme ça on aura un petit coup de rouge. Bien sûr, avec modération. Oui, parce qu'il est un peu sec, je trouve ça. Il manque de ça rouge. Alors il y a du genièvre. Ouais, je le sens. On sent bien le genièvre. Ça relève énormément. Ce style de terrine va très bien pour le perdreau et le faisan aussi, c'est super. Et ça, dans ta région, il y a ce qu'il faut. C'est délicieux. Merci de nous accueillir en direct pour casser la croûte, Anthony. Bah ouais, écoute. Bon. Ça, c'est 100% terroir, chasse et cuisiné. Bah, c'est vrai que c'est génial de pouvoir consommer ce qu'on a prélevé, le fruit de notre chasse. Et puis c'est la convivialité, c'est des bons produits avec des copains, que tu veux de plus. Bon oui, il manque un petit coup de pif. Bon, ce que je vous propose, c'est... Les garçons, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à table. On va faire la suite. Eh ben allez.
Allez, c'est parti. C'est parti. Bon appétit, Ça, on le messieurs. fait comme à la maison. Tu le poses. Ah, merci, On le Toto. pose et je mets un peu de gratin à tout le monde. Un vrai gratin de pommes de terre en cocotte. C'est magnifique. Bon, allez. Donc Merci pour beaucoup, commencer, on prend des coups filet de chevreuil, d'eau de chevreuil rôti en mignonnette avec une poêlée de girolles et une poire au vin rouge avec un jus de chevreuil, simple jus de Moi, j'ai déjà eu chevreuil la chance de goûter la à sauce. déguster. Bon, Edouard, Allez. Allez. Un petit chanceux, toi. Elle est Bon magnifique appétit, cette hein, assiette. opinion Bon sauce. appétit à tous. Oh là là, mais alors, Magnifique. La viande est juste hyper tendre. je bave. T'as même pas besoin du couteau quasiment pour la couper. Ça. Ah, c'est Alors, super, hein. c'est une tuerie. C'est super. Non, c'est exceptionnel. Je prendrais bien un petit bout de pain, moi. Oh, les girolles. Tu veux un petit bout de pain, toi? Il y en a là-bas, toi, Jean? Les gars, qui veut du pain? Moi. Tout le monde. Tu coudron. Il a été passé au Mais four. Edouard, c'est exceptionnel, tu nous régales. hein. Ça, c'est celui qui est pour ouais, tartiner. Elle est tendre, elle est cuite parfaite. Ah oui. Allez, ça, c'est celui pour tartiner, là-bas. Magnifique. Pardon. Ouh là là, mais avec un beau couteau comme ça, on va se régaler. Là-bas. C'est vraiment... Non, c'est Et surtout, c'est un privilège et qu'on a. surtout là. un secret, On est des privilégiés, là. c'est quand tu fais des bonnes sauces, il faut du bon pain pour saucer. Ah bah obligé. Hein. On peut quand même lever le verre Allez, Ouais. et, à ce repas et merci à toi. Merci Anthony pour l'invitation. merci Anto, Merci à bravo tous. pour ce tir et cette belle chasse. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Les copains. les garçons, Croisez pas, nom de Dieu. Non, on on le ne pas croiser. Anto, Super. un grand merci pour Allez, on le oh fait. là là. On le fait jusqu'au bout. Allez. Jusqu'au bout, quand même. Allons-y. Corentin, Qui est-ce qui veut un peu de gratin? Que je continue le service. Bon, Alors, moi, celui-là, bien sûr. Edouard. Élégant ou gourmand? Ben, il est les deux là. Ah, donc c'est un Tu vois, mélange. c'est gourmand, gourmand croquant. mûr, et au moment où ça va être un peu trop opulent, presque écœurant, il y a la finesse qui vient avec l'acidité. Et en fait, tu sais pas trop quoi, mais ces tanins qui sont un peu acides derrière, qui prolongent ce goût mûr du grenache, c'est super. Magnifique. Ça, Et c'est il est- un code du Luberon. il est surtout à bonne température. Ouais. Luberon, tu disais? Luberon. L'accent, on n'en parle pas. Luberon. Luberon. Oui, paraît-il. Qui a un grand territoire, hein, le Luberon, ça démarre de Châteauneuf-du-Pape et ça va aux portes d'Aix-en-Provence. Et on monte jusqu'à 1100 mètres sur le Mouron-Nègre. Et donc, de droite et de gauche du Luberon, on a des vignes exceptionnelles qui font un côté Côte-du-Rhône, un côté Côte-de-Provence. C'est un mitigé des Châteauneuf-du-Pape où il y a d'excellents cépages et un terroir qui donne ses fins et ses bons produits. Et lors de cette soirée, on se retrouve avec deux personnes. Si tu les laisses ensemble, tu es sûr et certain que tu manges demain matin. Parce que tu les arrêtes pas de parler, Edouard et, non. Ouais, c'est des et passionnés. Richard. Bah oui, on a Non, mais toujours c'est- un truc à dire. Sans rire. Alors, les girolles, il y a eu une petite pluie il y a quelques jours. Il y a 7-8 jours, on est en pleine lune. T'es allé pour notre plus grand plaisir dans les bois ramasser des girolles. Écoute, là, il y a quelques belles pousses. Le sol était très très chaud avec cette grosse chaleur. La pluie est arrivée dessus. Ça a dû faire énormément d'humidité, de vapeur. On a eu des très belles pousses de girolles. Alors, elles ne sont pas en plein champ comme en début d'été. Il faut aller lever les branches. Elles sont un peu sous les branches de sapin, mais moi, mon secret, partout où je ramasse des girolles, je remets toujours des branches de chat. Je couvre l'endroit où il y en a. Et quand Ça, c'est pour pas que les autres ils les trouvent. non, mais quand je repasse, il y a toujours une repousse dessous. Ouais. Parce que ça a couvé. Et là, c'était vraiment la petite pousse superbe. Il y a 3 jours. Magnifique. C'est extraordinaire en tout cas. Bon, Anthony, regarde, c'est un il y a délice, une- c'est un délice. il y a une dernière question. Est-ce que vous avez des nouvelles destinations? Nouvelle destination. Eh bien, au mois de septembre dernier, eh ben, tout simplement, quand j'avais les garçons qui étaient dans l'Altaï, je suis parti sur un nouveau territoire, en Mongolie, pour la chasse du maral. C'est une chasse qui a été fermée pendant des années. Les populations, elles ont explosé. Ils ont décidé de réouvrir la chasse. Donc, preuve que quand on arrête de chasser une espèce, eh ben, on peut revenir et puis un jour reprendre une activité. Bon, on a fait des observations, j'ai vu des animaux, le territoire, la Mongolie. Rien que déjà quand tu dis le nom du pays, Ça fait rêver. ça fait rêver. C'est sûr. C'est vrai. On a fait des images qu'on vous sortira dans quelques mois, en début d'année prochaine.
Et puis, bref, je vous en dis pas plus, mais on a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. C'est incroyable ce que tu viens de dire sur la nature, parce que nous, les restaurateurs dans le monde, quand il y a eu un problème avec le thon dans les mers, on a tous signé une charte. Et pendant 3 ans, on a arrêté de cuisiner du thon et on a arrêté de servir du thon. Tous ne l'ont pas respecté, mais une grosse masse l'ont fait. Et au bout de 3 ans, les mers étaient repeuplées de thon comme jamais. Ah ouais. Et les pêches se sont réouvertes. Et il a fallu moins de 3 ans pour régler un problème auquel, si on n'avait pas fait attention, on allait droit dans le mur et ça s'arrêtait. Mais par contre, on était très 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 surpris que ça redémarre aussi vite. Ouais. Et je crois que c'est pareil pour beaucoup de chasses. Et c'est pour ça qu'en Suisse, ils ont réouvert le bouquetin, puisqu'il est de nouveau en surpopulation. Et ces animaux n'aiment pas vivre en surpopulation. Ouais. Ils dégénèrent et ils échappent énormément de maladies. Je crois que c'est bien que l'homme puisse le réguler et pas que le loup. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire sur ce... écoutez, on va... Attends 2 secondes, Anthony. Moi, je voudrais quand même dire quelque chose parce que... On mange pas, on parle pas la bouche pleine. C'est tellement bon. C'est vrai que j'ai du mal à m'empêcher de taper dedans. Je voudrais remercier vraiment Ovini et Anthony en particulier pour m'avoir permis de découvrir cette chasse en montagne. Ta générosité, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Anthony c'est un grand généreux dans tout ce qu'il fait. C'est toujours, toujours fait avec beaucoup de sincérité. Ça, c'est parce que je suis toujours bien accompagné. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de générosité. Donc, merci infiniment de m'avoir permis de découvrir ça. Merci à toute l'équipe d'Ovini, aussi à Guillaume d'avoir supporté, d'avoir des fois porté mon sac et tout ça. Je pense que ce que vous m'avez fait vivre, je l'oublierai jamais de ma vie. Donc, voilà, merci infiniment pour tout ça. Donc, c'est important de le dire. Non, écoute, ça me touche. Je pense que Guillaume, il serait là. Et puis, on a une pensée pour toi. On pense à Guillaume, bien sûr. Qui est resté au Tadjikistan. Non, ça a été un grand plaisir de te recevoir dans les Alpes. Et c'était vraiment un super moment. Je tiens à remercier Édouard, qui, une fois de plus, s'est rendu disponible pour nous accompagner, nous faire partager de sa passion, la cuisine, et puis surtout la nature, qui aujourd'hui, je pense, on est tous dans le même état d'esprit. Donc vraiment, des super moments. Édouard, un grand merci. Julien et Gilles, toi, vous êtes venus tous les deux du Sud. Et puis, pour les points techniques, l'équipe de Ovini Expédition, les garçons qui me suivent et qui m'accompagnent. Et je peux vous dire que là, je suis hyper cool. Et qui te supportent. Mais voilà. Surtout ça. À la chasse et sur le terrain, je suis intransigeant. Et puis, normal. Je crois que c'est un peu le fruit de la réussite. Hein. C'est comme, à mon avis, Édouard dans ses cuisines. Il faut cadrer les choses. Et puis, ça, c'est... Enfin, j'ai une super équipe et je tiens à le redire parce que j'ai beaucoup de chance. Eh bien sûr, tous nos abonnés qui nous suivent au quotidien, bien sûr, nos partenaires, qui sans eux, on ne pourrait pas justement faire ce genre d'émission. Voilà, écoutez, Oubliez pas de vous abonner à Ovini aussi. Ouais, n'oubliez pas. Ça, l'abonnement. Et à Richard aussi. Oui. Alors, attends, on va refaire le truc. Et refais-le. On est deux là, on a tous les deux une chaîne YouTube. On est des gens formidables, c'est vrai, il faut le dire, on est des gens formidables. Oui. Ouais, on est des bonnes personnes. Surtout moi. Et abonnez-vous parce que c'est vraiment un moyen de soutenir les créateurs de contenu. Et Dieu sait que partir à la chasse comme tu le fais, faire les images en plus, parce qu'il faut non seulement amener les gens à la chasse, mais penser au résultat qu'il va y avoir derrière pour les abonnés. C'est vraiment du gros boulot. Donc abonnez-vous, c'est gratuit et c'est un formidable moyen de soutenir les créateurs de contenu. Dont nous. Voilà, Richard, il a tout dit, effectivement. On vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir été en direct ce soir. Moi, j'aimerais te dire une chose. Je suis allé à la chasse avec Anthony, et tu fais bien de le dire. Filmer devant, filmer derrière, courir devant. En fait, il fait les 3 caméras, les 3 cadrages. En même temps, il te garantit qu'on va tuer quelque chose, et on prélève, et on voit le sujet de la journée, pour lequel on est parti. Et franchement... c'est du 5 étoiles luxe, le service que tu apportes. C'est ce qu'on disait, la générosité, et on fait ça aussi pour vous, nos abonnés, pour que, comme ce soir, dans une émission Ovini Live, on puisse partager ça en direct, avoir des retours d'expérience, comme là avec Richard. Et écoutez, on vous remercie, et puis on vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, et puis pour un prochain live l'année prochaine.
À bientôt les copains. Allez, à plus. Merci. Salut. Merci.